retrouver après 2 ans, puisque j'étais déjà venu il y a 2 ans, effectivement. Vous avez la possibilité de me poser des questions anonymement par texto. Vous avez mon numéro de téléphone, ça arrive sur mon téléphone. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup parce que le sujet ne s'y prête pas, mais dans certaines circonstances, notamment dans une intervention qu'on avait faite avec Chantal dans un lycée, ça avait très très bien marché, par exemple, ce genre de manière de pouvoir poser des questions d'une manière anonyme. J'avais déjà présenté ce livre, La fabuleuse histoire du clitoris, et dans ce livre aussi, j'avais cherché dans les textes anciens et j'avais trouvé différentes dates que j'avais pu objectiver sur comment on avait voulu faire taire la sexualité. On la connaissait très bien, hein, et pour vous résumer ce livre en une phrase, le clitoris avait toujours été connu et reconnu comme l'organe du plaisir féminin, sauf au XXe siècle. Donc les connaissances étaient là et une omerta s'est installée. J'en parlais déjà un petit peu dans le livre aussi, à qui profite le crime? Qui avait intérêt à ce qu'on ne parle plus bien de la sexualité? C'est ça qui est intéressant de savoir. Et c'est ce que j'ai retravaillé par la suite, et c'est ce que je vous propose dans ce nouveau livre que je vais vous présenter. Pour comprendre où est le problème, alors vous avez vu que dans le titre aussi, je parle que c'est principalement l'injonction nataliste qui s'est portée contre la sexualité. Mais il y a déjà un premier paradoxe. L'Homo sapiens que nous sommes est la seule espèce qui a peuplé toute la planète. Et pour faire ça, il faut être capable de bien se nourrir, de passer les glaciations, de toutes sortes de choses. Mais il faut aussi être capable de faire beaucoup d'enfants. Donc Homo sapiens est naturellement doué pour avoir une bonne fertilité. Vous voyez que du côté en Allemagne, il y a l'homme de Néandertal qui s'était installé aussi du côté de Totavel, on a des traces. Et lorsque Homo sapiens est arrivé, l'homme de Néandertal a disparu. Alors il y a plein d'hypothèses, hein, mais un des éléments, c'est que Homo sapiens a supplanté Néandertal par le nombre. Donc Homo sapiens, nous, les humains, nous sommes doués pour la reproduction. Alors que s'est-il passé? On va aller voir qu'est-ce que disent les textes anciens. Dans la Genèse biblique, vous savez que tous les textes bibliques ont été remaniés très sévèrement en 320 par Constantin, au moment où Rome s'est convertie à la chrétienté, et que les textes antérieurs ont été qualifiés d'apocryphes. Apocryphe, ça veut dire on ne te veut pas. L'Église catholique naissante romaine a passé beaucoup d'énergie et beaucoup d'action à brûler et à faire disparaître des textes anciens qui lui déplaisaient. Hein, elle a choisi les textes. Et notamment, pour la Genèse, la logique cartésienne romaine ne pouvait pas supporter qu'il y ait plusieurs Genèses différentes. Cette Genèse-là est restée dans le Talmud des Hébreux, et je vais vous la raconter rapidement. La Genèse commence à peu près pareil, sauf que le 6e jour, Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Lilith. Lilith était une très belle femme, elle se connaissait bien son corps, et une fois qu'ils ont été chassés du paradis et qu'ils ont fait l'amour pour la première fois avec Adam, elle n'était pas contente, parce qu'elle trouvait que Adam ne savait pas lui donner du plaisir. Ils se sont embrouillés, Adam et Lilith se sont embrouillés là-dessus. Adam ne comprenait rien, il bandait, donc il disait tout va bien, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, bon, voilà. Et il ne faisait plus l'amour, donc il mettait en danger le projet divin de peupler la terre. Dieu s'en démêlait quand il a vu ça, que son projet était mis à mal. Il a questionné, mais Dieu est un mauvais sexologue, il n'a pas compris de quoi il s'agissait, il se le dépassait. Donc il a choisi, pour que ça puisse marcher son truc, il a choisi d'écarter Lilith. Il l'a renvoyée et il a mis à côté d'Adam une femme facile qui ne faisait pas d'histoire et qui faisait des enfants. Elle s'appelait Ève d'ailleurs, hein. Voilà. Et ça a marché puisqu'on est là pour en parler, d'après cette mythologie. Mais Lilith, elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été écartée, parce qu'elle disait c'était pas moi le problème, c'est Adam qui ne sait pas faire. Hein, et c'est moi qui suis quelque part puni, qui suis écarté. Et elle s'est vengée en tuant les enfants. Donc dans cette Genèse-là, la femme qui préfère son plaisir à la natalité, elle est contre la natalité, hein, puisqu'elle tue les enfants. Donc, vous voyez la symbolique qui est portée par cette Genèse. On va voir un autre texte ancien,
Alors ça, c'est dans la Genèse biblique. Je vous ai mis les références. C'est Onan. Onan, il avait un frère qui s'appelait Er. Ça s'écrivait E-R. Et le frère Er est décédé. Et la loi hébraïque de l'époque voulait que Onan récupère la veuve et que la veuve devienne sa seconde épouse. Et la loi hébraïque voulait aussi que s'il faisait un enfant à la veuve, cet enfant était considéré comme un enfant de Er. C'était la solidarité familiale poussée à l'extrême, quoi. Et Onan, ça ne lui plaisait pas. Ça, il disait, si je fais un enfant, c'est le mien, c'est pas celui de mon frère. Ça, il ne voulait pas marcher dans cette combine. Donc lorsqu'il faisait l'amour à la veuve, ça, ce qui était devenu sa seconde épouse, qui d'ailleurs n'avait pas son mot à dire là-dedans, hein, il fallait qu'elle suive les règles, etc. Et lorsqu'il faisait l'amour avec la veuve, il jetait sa semence sur le sable. Il pratiquait le coït interrompu, le texte est très clair là-dessus, il n'y a pas à discuter. Et bon, ça a énervé Dieu, qu'il l'a oxy. Donc Dieu était contre la contraception, hein, dans ce texte-là. Hein, bon, après, on va avancer, le Moyen-Âge, on ne sait pas suffisamment de choses sur le Moyen-Âge, on va directement aller au niveau de la Renaissance, un petit peu avant la Renaissance, les livres, l'apparition des livres, ça je vous en ai déjà parlé la dernière fois, mais le clitoris était très bien connu. Alors sur cette planche, il y a des erreurs anatomiques, il serait très intéressant d'en parler, mais ce qui concerne le clitoris est très très bien repéré, et vous voyez qu'il était très bien connu dans son parcours interne. Hein. Les bulbes vestibulaires, ils ne sont pas encore, mais il était très bien connu, et vous voyez que la similitude avec le sexe de l'homme était très bien connue aussi, et vous voyez qu'ici en D, il y a une petite collerette qui représente d'une manière exagérée le prépuce, qui n'existe pas vraiment chez la femme. Donc les dessinateurs faisaient ce qu'ils savaient, hein, comme ils savaient que ça ressemblait au sexe de l'homme, ils ont exagéré cette ressemblance. À la fin de la Renaissance, il se passe un phénomène qui n'est pas suffisamment connu, enfin qui est connu, mais qui l'importance de cet événement est sous-estimée, c'est l'arrivée des protestants. Quand j'ai préparé ce diaporama, j'ai trouvé cette carte, et il y a un petit effet qui m'intrigue, que je n'ai pas pris le temps de vérifier, mais ça correspond à la carte des Cathares 300 ans avant. Hein. Et est-ce que les Cathares seraient, vous voyez quand en bas, alors je ne sais pas d'ici, je ne vais pas vous le montrer, mais on les retrouve en Ariège, les Albigeois, du côté de Béziers, des grandes batailles contre les Cathares. Et est-ce que les Cathares étaient les précurseurs des protestants? Ce serait un truc extrêmement intéressant à travailler. Mais les Cathares aussi se basaient sur les écrits, sur les évangiles. Et d'ailleurs, quand ils ont été exterminés, le pape a prononcé l'interdit pour les catholiques de lire la Bible. Hein. Et lire la Bible, ça a été réintroduit au début du XXe siècle, je crois, que les catholiques avaient le droit de lire la Bible. Et les protestants, qu'on appelle par exemple outre-Atlantique les évangélistes, c'est parce que aussi, eux, ils lisent la Bible, ils lisent les évangiles et ils se basent sur les textes. Et ces protestants, ils sont un peu puritains, mais ce qui est le plus intéressant, c'est leur rapport à l'argent. D'abord, avant, ils disaient que dans Notre Père, il y avait un verset qui était hérétique, c'était « Donne-nous notre pain quotidien ». Il disait « C'est pas à Dieu de nous nourrir, il y a autre chose à faire ». Bon, on ne sait pas très bien quoi, mais enfin, il y avait autre chose à faire. Et il disait « C'est à nous de nous nourrir. Et il y aura des années mauvaises. Il faut se préparer. Et on sera de plus en plus nombreux. Donc ça va être compliqué. Donc il faut trouver des moyens de stockage, de production, de transport. Et pour eux, l'argent n'était pas sale s'il servait à préparer l'avenir, à permettre aux hommes de bien vivre. Les catholiques avaient un rapport complètement différent avec l'argent. Pour les catholiques, l'argent était sale. Donc, un catholique, à la fin du Moyen-Âge, un catholique qui avait gagné de l'argent, l'Église lui réclamait une forte somme, qu'on appelait les indulgences, pour acheter une place au paradis. Un service qui a bien marché, il n'y a pas eu de réclamation. Hein. Mais les protestants trouvaient que c'était du racket, quoi. Hein, parce qu'on ne pouvait pas acheter une place au paradis. Et ils disaient que l'argent, quand c'était utilisé de manière ostentatoire, c'était dégradant. Comme les cathédrales, par exemple. Ils disaient que les cathédrales étaient... C'est vrai que les cathédrales, c'était, vu l'architecture qui était des prouesses architecturales, ça avait un coût colossal, et c'était au détriment du peuple qui vivait dans une grande misère. Quoi.
Donc il dénonçait ça. Ça a donné le capitalisme. Le mot a été mis plus tard par Proudhon au XIXe siècle, mais ça a donné le capitalisme, avec le début à cette époque-là, dans les années 1800, d'un artisanat qui se développait, des échanges qui se développaient. Voilà. Et ils ont compris, c'est ce que je vais vous démontrer, ils ont compris aussi que le capitalisme induisait une croissance. Alors, quelque part, d'un point de vue économique, c'était facile, il fallait tout construire, il y avait tout à faire. Le monde n'était pas comme celui de maintenant, il y avait beaucoup de choses à produire, des étoffes, des produits d'hygiène, tout ça, donc ils s'y sont très bien mis. Voilà. Mais ils ont compris aussi que dans cette croissance économique, ça allait de pair avec une croissance démographique. Peut-être aussi qu'ils voulaient combler leur faiblesse numérique. Vous avez vu sur la première carte qu'ils étaient minoritaires en Europe. Alors peut-être qu'ils ont voulu combler cette faiblesse numérique, mais ils voulaient une forte démographie chez les protestants et une forte croissance démographique chez les protestants, mais tout le monde s'en est emparé parce que ça arrangeait tout le monde. La croissance démographique, ça arrangeait tout le monde, ça arrangeait les pays. Les pays étaient sans cesse en guerre, il fallait être plus nombreux que les voisins. Un roi qui avait beaucoup de sujets touchait plus d'impôts, donc il pouvait plus faire la guerre et plus faire le château. On a même employé par la suite cette terme chair à canon. Il fallait envoyer, les batailles étaient de carnage avec des centaines de milliers de morts. Donc ils ont compris cette nécessité d'aller vers une forte croissance démographique. Alors vous savez que pour faire des bébés, il faut faire l'amour. Ils auraient pu inventer, ils auraient pu sacraliser la sexualité, faire des grandes fêtes de baise, des choses comme ça, pour encourager la sexualité. Et ça n'a pas du tout marché comme ça. Ne rêvons pas, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Pourquoi? Parce que les humains avaient très bien compris comment ça marchait la procréation. Et ils avaient très bien compris qu'ils pouvaient déjouer les règles du jeu. Déjà, dans les années 1700, des textes rapportent qu'un des moyens de contraception les plus fréquemment utilisés, c'était la masturbation réciproque. C'est-à-dire que ce qu'on appellerait aujourd'hui, d'ailleurs, ça s'appelle aujourd'hui le sexe non pénétratif. Du coup, vous pouvez se cajoler. Pour monsieur, pas besoin de décrire comment il faut faire. Et pour madame, dans les bouquins, c'était très clair. C'est pour l'amener à l'orgasme. Le mot n'était pas employé, je vous en parlerai tout à l'heure. Et pour l'amener à l'acmé du plaisir, c'était une stimulation clitoridienne. Et cette masturbation réciproque en tant que méthode contraceptive, ça agaçait les protestants. Donc ils se sont attaqués à la masturbation. La masturbation, elle est très ancienne. Nous, les gens de notre génération, on ne nous a pas appris ça. Les animaux ne se masturbaient pas. C'est faux, la plupart des animaux, pas tous, mais ceux qui ont la possibilité se masturbent. Pour les cervidés, par exemple, c'est pas facile, mais on a des exemples, par exemple, de boucs qui arrivent à passer la patte entre les jambes avant, la tête entre les jambes, les pattes avant, et se faire une autofellation, par exemple. Ça dépend de la souplesse, après, ils sont peut-être pas tous égaux là-dedans. Pour les chiens, par exemple, qui n'ont pas la possibilité fonctionnelle de se masturber, ils cherchent un objet, des fois votre jambe, beaucoup d'entre nous l'ont expérimenté. Après, pour les grands singes, c'était beaucoup plus facile parce que la main était devenue plus détaillée, le sabot était plus là, il n'y avait plus de griffes non plus, c'était quand même plus facile, et même il y avait un pouce préhenseur qui pouvait permettre une bonne prise en main. Donc tous les grands singes se masturbent, tout le monde rapporte ça. Et donc tous les humains se sont masturbés, parce que nous sommes des grands singes améliorés, c'est facile, c'est le bonheur à portée de main, et on pense que tous les grands singes, tous les humains, tous les homo sapiens se sont masturbés. C'était pas un problème, c'est pas dans la Bible. Il n'y a pas une seule fois une allusion à la masturbation dans la Bible. Aucun texte n'en parlait, il y a quelques textes chez les Romains, et c'est une raillerie. Il y a Diogène qui se masturbait, et on se foutait de sa gueule parce qu'il ne savait pas se trouver une femme ou un mec d'ailleurs, parce que chez les Romains ça pouvait se faire aussi. Voilà. Donc c'était pas un problème. Et brutalement, et c'est ça qui m'a intrigué aussi, brutalement, en 15 ans, c'est devenu un problème de santé majeur. C'est puisque la masturbation est devenue funeste. Funeste, ça partage son étymologie avec funérailles.
Et vous allez voir que le mec, il va mal finir. Hein. Et ça a été porté, tous les textes de la thèse a été porté par un médecin protestant. Tissot, il habitait en Suisse, et la Suisse était de confession protestante. Tous ces médecins protestants l'ont joué sur la carte. Si tu te masturbes, tu vas mal finir, tu risques de mourir. À une époque où l'espérance de vie était de 30 ans, et le labeur était dur et tout ça, et que rester en vie, c'était une difficulté. Les catholiques l'auraient joué complètement différemment. Les catholiques l'auraient joué, si tu te masturbes, tu vas aller en enfer. Hein. Mais pour eux, non, c'était un péché véniel, ça n'avait pas beaucoup d'importance, ils l'évoquaient à peine. Donc les protestants ont vraiment porté ce terme. Ils n'ont pas dit pourquoi. Hein. Ils ont dit qu'il ne faut pas se masturber, mais ils n'ont pas dit quelle était la finalité. La finalité, c'était que la masturbation en couple était aussi une méthode de contraception, et qu'ils voulaient faire diminuer cette contraception pour augmenter la fertilité. Voilà, il va mourir, il est déjà mort, je ne sais pas, on va changer. La répression de la masturbation a été extrêmement violente dans les pays allemands, dans les pays protestants. Alors, en Allemagne, il y avait des ceintures de chasteté, qui étaient des ceintures anti-masturbation, qui étaient vendues pour les filles et les garçons. En Allemagne aussi, les jeunes filles ou les petites filles qui étaient des masturbantes récalcitrantes étaient excisées. Ils pratiquaient des excisions thérapeutiques. Et comme ils connaissaient très bien l'anatomie du clitoris, ils extirpaient tout, avec des conséquences opératoires dramatiques. Et rigolo, étonnant, c'est que pendant 150 ans, après l'intervention de Tissot et consorts pour lutter contre la masturbation, qui a très vite rejoint la masturbation féminine, le clitoris s'est retrouvé à avoir un double statut. Il était interdit en solo. Je vous ai mis une illustration contemporaine. Il était interdit en solo, la femme pouvait en mourir, on l'opérait pour lui éviter de mourir, des fois elle mourait de l'opération, perdue, mais bon, ça arrivait. Et par contre, elle était, comment dire, recommandée en couple. Parce que jusqu'à la fin du XIXe siècle, une vieille tradition antique des médecins de l'Antiquité disait que pour que la femme puisse être enceinte, il fallait qu'elle ait un orgasme. Pour libérer sa semence, et on pensait qu'il fallait que la semence de l'homme et la semence de la femme se rencontrent pour faire un gamin. Donc, même jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'Église catholique recommandait l'usage du clitoris dans le lit conjugal afin d'augmenter la fertilité. Alors la question c'est comment savoir, comment comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cet engouement. Les catholiques ont suivi, en étant moins violents que les protestants, mais ils ont quand même suivi, la médecine a suivi, la médecine, il y avait beaucoup de protestants dans la médecine, mais les catholiques ont suivi. Pourquoi tout le monde s'est engouffré dans cette idée qu'il fallait éviter la masturbation? Sans dire pourquoi. Le docteur Philippe Bruneau, qui est un psychiatre sexologue, qui a écrit ce livre, Il faut saluer, c'est un des premiers médecins qui réhabilite la masturbation. Hein, parce que, là, je vous ai mis la photo de la réédition qui est plus jolie. La première édition était en 2002. Et l'explication qu'il a trouvée, c'est que 100 ans auparavant, vers 1650, un chercheur avait vu au microscope, dans le sperme, il avait vu des animacules. Il appelait ça des animacules, des petits trucs qui bougeaient dans le sperme. On appellera après des spermatozoïdes. Donc si lui dit, Philippe Bruneau, sa théorie, c'est si le sperme est vivant, il devient sacré, il ne faut pas le dispenser, le gaspiller. D'abord, je n'ai pas retrouvé qu'on parlait de ça nulle part, je ne sais pas où il l'a trouvé. Et par contre, moi, ce que j'ai bien vu partout, c'est que la masturbation réciproque était un moyen de contraception. Et que c'est ça qu'il fallait lutter. Je salue son éloge de la masturbation, mais je ne suis pas trop d'accord avec son hypothèse. Ça peut être joué, parce qu'il y a peut-être plusieurs forces qui ont joué, mais moi je pense que la principale,
c'était de lutter contre la méthode contraceptive de la masturbation réciproque en couple. Alors, suite à l'intervention de Dr Tissot, entre autres, c'est lui qui a fait le cri le plus grand, il a été suivi par plein d'autres médecins protestants, la masturbation de l'homme était interdite. Elle était interdite au prétexte qu'il allait s'épuiser. Donc s'il se masturbait, sa semence sortait trop, il allait s'épuiser. Quand il faisait l'amour, il ne s'épuisait pas du tout. Donc on ne sait pas comment le sait, comment l'organisme pouvait savoir où est le sperme. C'était des arguments, ça c'est pour vous dire que c'est des arguments complètement fallacieux dans son livre, ça ne tient pas la route, on ne comprend même pas comment ça a pu marcher. Mais très vite ça rejoint la femme. Et parce qu'elle se masturbait, il y avait sa semence féminine qui sortait, elle aussi s'épuisait, sauf que ça ne tient vraiment pas la route de Et moi je soutiens, je fais l'hypothèse, d'après cet épisode qui a duré 150 ans autour de la répression de la masturbation, je fais l'épisode que le principal moteur de la lutte contre la masturbation, c'était une pensée nataliste. Il fallait que les couples ne puissent pas avoir accès à la masturbation, que la masturbation soit salie, qu'elle soit considérée comme dangereuse, pour que les couples n'aient plus que la population comme moyen de vivre leur libido. Et ça a dû marcher d'ailleurs, plus ou moins. Enfin, ça, on ne sait pas trop l'efficacité de ce truc-là. Si vous regardez dans le dictionnaire définition d'une conspiration, c'est quand des gens mènent une action en cachant le but. Donc là, on peut parler de conspiration natalitiste, parce que dans aucun livre, ils disent qu'il faut arrêter de se masturber pour faire plus de gamins. Donc ça, c'est mon hypothèse. À ce niveau-là, on est encore au niveau de l'hypothèse, parce que je n'ai pas plus d'éléments que ça pour vous les... La suite va nous permettre de confronter, de confirmer cette hypothèse. Un petit rappel, je vous ai mis dans l'icône du livre de l'histoire du clitoris. Le clitoris était très bien connu, donc là c'est le gland du clitoris, on va avancer un petit peu. Cobain avait découvert les bulbes vestibulaires, et puis il avait très bien découvert aussi la neurologie du clitoris. C'est le gland du clitoris qui est extrêmement énervé, il l'avait très bien compris, il avait trouvé les nerfs qui remontaient l'information vers le cerveau, et il avait même dit que les nerfs du clitoris étaient plus gros que le nerf du pénis, l'équivalent du pénis. Donc on avait conclu, un peu hâtivement peut-être, que la femme avait plus de plaisir que l'homme. Ça vous montre aussi, à cette époque-là, au milieu du XIXe siècle, l'importance qu'on donnait aux nerfs. Ça sera contesté par la suite. Elle a montré que les structures internes, comme les bulbes vestibulaires ou les piliers, n'étaient pas suffisamment innervées pour pouvoir transmettre des sensations voluptueuses ou de plaisir sexuel. Et que seul le gland du clitoris était suffisamment innervé pour transmettre des sensations. À la fin du XIXe siècle, on va quand même comprendre, je vous ai mis le nom des chercheurs qui ont mis ça en évidence, qui ont pu observer au microscope comment le spermatozoïde pénétrait dans l'ovule. Donc ils ont bien compris que là, il n'y a plus à discuter, la semence féminine, ça n'existait pas, c'était l'ovule. Et surtout que l'ovule était tributaire du cycle menstruel et pas du plaisir féminin. Donc que la femme ait du plaisir ou pas, l'ovule advenait parce que le cycle était régulier et que c'était ça qu'il fallait considérer. À partir de là, le clitoris ne servait plus à rien. Ce n'était pas la peine que la femme ait un orgasme pour libérer sa semence, le cycle menstruel s'en chargeait. Donc le clitoris ne servait plus à rien, mais en même temps, il devenait une possibilité de contraception. Parce que cette idée que la masturbation réciproque en couple était une manière de vivre une sexualité sans procréer était toujours là. Donc c'est ça qu'il fallait combattre. Et les natalistes vont s'y attacher. Et ça commence par des écrits à la fin du XIXe siècle de Graf von Erwin, le premier grand sexologue, on va dire celui qui avait décrit le masochisme et tout ça, celui qui va principalement porter cette voie. Il n'est pas le seul, Freud est très connu, Graf von Erwin, pratiquement personne ne le connaît, Freud est très connu, et il a été le premier, en 1905, dans son livre « Les 3 essais à propos de la sexualité »,
et il a été le premier à parler du clitoris de cette manière. Je vous en lis des brefs extraits. La zone directrice est, chez l'enfant féminin, située au niveau du clitoris, étant ainsi homologue à la zone génitale masculine située au niveau du gland. Tout ce que j'ai pu recueillir par expérience sur les masturbations des petites filles concernait le clitoris et non les parties de l'organe génital externe. Les décharges spontanées de l'état d'excitation sexuelle, justement si fréquentes chez la petite fille, se manifestent dans des spasmes du clitoris, et les fréquentes érections de celui-ci donnent aux filles la possibilité de juger exactement des manifestations sexuelles de l'autre sexe, même sans en avoir été instruites, en transformant sur les garçons des sensations de leur propre processus sexuel. Nous avons compris depuis longtemps que le développement de la sexualité féminine se complique de la tâche de renoncer au profit d'une nouvelle zone vaginale, le vagin, à la zone génitale originellement prédominante, le clitoris. Un homme n'a en somme qu'une seule zone génitale prédominante, un organe sexuel, tandis que la femme en possède deux, le vagin qui est proprement féminin et le clitoris analogue au membre viril. Vous voyez comment Freud aborde le sujet, et les choses vont se gâter. La vie sexuelle de la femme se divise régulièrement en deux phases, dont la première a un caractère masculin, seule la seconde est spécifiquement féminine. Une autre complication provient de ce que la fonction du clitoris viril se poursuit dans la vie sexuelle ultérieure de la femme de façon très variable et qui n'est certes pas comprise comme satisfaisante. Les effets du complexe de castration sont tous différents chez la femme. La femme reconnaît le fait de sa castration et avec cela, elle reconnaît aussi la supériorité de l'homme et sa propre infériorité. Pour la petite fille, ce n'est pas un problème. Elle ne peut pas procréer. Donc on peut à la limite tolérer qu'elle se... on peut à la limite tolérer qu'elle se touche le clitoris. C'est pas dramatique. Donc ce que Freud explique, c'est que la femme connaît son clitoris, petite fille, et qu'elle doit l'abandonner pour devenir femme et complètement féminine. Donc Freud a tellement porté cette idée que le clitoris devait être abandonné dans la phase mature de la femme, qu'on peut dire que c'est le grand exciseur psychique. C'est le plus grand exciseur psychique. Tous les prédécesseurs de Freud, ou les gens des années 1950, qui ont parlé de la sexualité, avec tous les aspects de la sexualité, y compris la masturbation, y compris la contraception, se sont fait laminer par les médias. J'en cite plusieurs dans le livre de l'histoire du clitoris, et que Freud, lui, a été adulé par les médias. Et on peut penser que son succès médiatique est lié en grande partie au fait qu'il ait fait allégeance aux natalistes. Quelque part, il ne dérangeait pas, puisqu'il était pro-nataliste. Mais il n'est pas le seul. Il y a plein d'autres gens, des médecins sûrement, qui ont travaillé à tout ça. Et il va falloir que le clitoris recule encore. Au XXe siècle, il va se mettre en place un négationnisme clitoridien. Alors Freud y a contribué, mais d'autres personnes y ont travaillé aussi. Et notamment, ce clitoris qui était bien connu dans le traité d'anatomie, qui était représenté sur généralement 4 pages. Ces traités d'anatomie étaient régulièrement réédités tous les 10 ans pour les étudiants en médecine, essentiellement, et tous les 10 ans pour faire des mises à jour. Mais en ce qui concerne le clitoris, ils ont fait des mises à nu. Parce qu'au fur et à mesure, il a reculé. Et dans les années 1960, le point culminant du négationnisme clitoridien, le clitoris n'était plus évoqué que sur 4 lignes. Et dans les dictionnaires, il avait totalement disparu. Donc vous voyez que ce que Freud a porté, ça a été porté par d'autres personnes, parce que Freud n'avait pas accès, par exemple, aux éditions d'anatomie, c'était pas son truc. Mais d'autres personnes ont travaillé, des médecins, je ne sais pas exactement, mais on est vraiment arrivé sur un négationnisme clitoridien sans précédent.
qui correspondait aussi à une manière d'évacuer, que les gens ne connaissent pas toutes les pratiques sexuelles non reproductives. Je cite souvent fréquemment, en 1966, la chanson de France Gall de Sucette à l'ami. C'est une franche allégorie à la fellation, mais qui est passée sur toutes les chaînes de radio. Mais à cette époque-là, il y avait la censure, qui a été abolie qu'en 1981 par Mitterrand. Donc pour que cette chanson arrive sur les ondes, il a fallu que les censeurs disent bon à diffuser. Et si les censeurs en disant dit bon à diffuser, c'est qu'ils n'ont pas compris le sens allégorique. Vous voyez dans quel état d'inculture sexuelle on était à cette époque-là. Alors, les acmés du plaisir, c'est intéressant ça aussi, parce que au XIXe siècle, il n'y avait pas de consensus général, mais dans les trois quarts des textes anciens, d'anatomie, de médecins qui parlaient de sexualité, il y en avait de plus en plus au XIXe siècle qui parlaient de sexualité, ils employaient le terme de spasme vénérien. Ce qui, je trouve, est assez joli. Le spasme, c'est quelque chose, à un moment où on a des contractions musculaires qu'on ne maîtrise pas, ça ne dure pas très longtemps. Et vénérien, l'étymologie de vénérien, c'est Vénus, donc c'est le spasme amoureux. Je trouve que c'était un joli terme. Mais ce terme ne plaisait pas aux natalistes. Pour les natalistes, dans le spasme vénérien, d'abord on ne savait pas s'il y avait du sperme. Si une femme avait un orgasme clitoridien, il n'y avait pas de sperme. Et si c'était un homme qui avait un spasme vénérien, il pouvait y avoir du sperme, mais on ne savait pas où il aboutissait. Je laisse imaginer toutes les solutions. Donc pour les natalistes, ils voulaient une solution qui détermine, qu'on comprenne bien où le sperme va aboutir. Et cette définition est apparue, alors elle est apparue vers 1925, c'est les disciples de Freud, des élèves de Freud, qui avaient inventé de toutes pièces le terme d'orgasme vaginal. Et là, si vous voulez, dans cette définition, ça contrôle la balistique spermatique pour que le sperme aboutisse au plus près de l'ovule. Il y a eu en 1950 les travaux de Masters et Johnson. Alors eux, ils ont cherché à comprendre qu'est-ce qui se passait réellement pendant l'orgasme. Master est un médecin, il montait un labo, il mesurait, la femme a des électrodes un peu partout. Alors sur le crâne, par exemple, au niveau des encéphalogrammes, à cette époque-là, on ne pouvait rien en tirer. Mais par contre, il y avait des électrodes sur la poitrine qui mesuraient la fréquence cardiaque. Et là, il a pu très clairement mesurer que la fréquence cardiaque doublait au moment de l'orgasme de l'homme et au moment de l'orgasme clitoridien. Lorsqu'il a fait ces communications, dès qu'il parlait de l'orgasme clitoridien, les gens partaient. En Amérique puritaine des années 50, c'était juste impossible. Donc il voulait que son message passe quand même. Sa collègue Virginia Johnson, qui était psychologue de formation, qui elle a quelque part enrobé la dragée, si vous voulez, pour que ça puisse passer. Donc l'orgasme qu'ils ont décrit comme clitoridien, il devenait aussi vaginal. Ce qui fait que leur message finalement a été dénaturé, et qu'aujourd'hui, les sexologues qui défendent leur unique orgasme vaginal peuvent très bien citer Master et Johnson. Le premier texte, c'est 1970 de Anna Quet, qui a parlé du mythe de l'orgasme vaginal. C'était une féministe américaine qui a remis en cause le mythe de l'orgasme vaginal. Après, Shear Height, dans son rapport Height, a enfoncé le clou. Et voilà. Mais on n'est pas sorti de l'auberge parce que en 2010, la médecine défend toujours que lors de la pénétration, le clitoris est stimulé. Donc, comme il est très sensible, l'orgasme vaginal, c'est un orgasme clitoridien. Ce qui semble complètement faux, mais ils se servent encore. Donc c'est une infox qui est largement diffusée, y compris par les féministes, malheureusement, mais qui se servent encore de cette notion pour justifier et ne défendre que le seul orgasme vaginal. La médecine est encore très portée sur le seul orgasme vaginal, mais la médecine est aussi très nataliste, elle n'est pas forcément favorable à l'avortement. Ce que je vais vous montrer à travers ça, c'est que
c'est vraiment à partir du moment où on a compris que le clitoris ne servait à rien dans la reproduction que le clitoris a commencé à être banni. Donc, si vous voulez, ça fait un deuxième argument qui vient, à mon sens, justifier ma première hypothèse. Toutes les grandes dates confirment mon hypothèse. Le déni d'une sexualité non reproductive est à des fins natalistes. Le problème, c'est que ça n'a pas toujours été dit. Donc ça, c'est un problème. Et c'est pour ça que dans le livre, je parle à plusieurs reprises de conspiration nataliste. Je dis bien que je n'ai jamais trouvé de traces de réunion de cette conspiration, mais il y a eu une synergie importante qui concernait les États, les militaires, les médecins, pour avoir une forte natalité. Et c'est pas fini. C'est la lettre de l'abbé Violet. L'abbé Violet était un responsable de l'association catholique Le Mariage Chrétien. Et il recevait de nombreuses correspondances qui a été retrouvée un peu par hasard. Ce livre est paru donc, en 1996. Quand je suis lu, je suis tombé de ma chaise. Au sens que ce curé s'occupait de l'association Le Mariage Chrétien, et la doctrine du mariage chrétien, c'était que l'acte sexuel devait être complet. Complet, ça veut dire que le sperme aboutit dans le vagin. Et si le sperme aboutit ailleurs que dans le vagin, ce n'est pas l'acte sexuel complet, c'était un péché grave. Vous voyez quelle souffrance des gens ont enduré sur l'autel de la croissance démographique. Monsieur l'abbé, malade depuis 3 ans, mon mari non pratiquant, par ailleurs très bon époux et bon père, nous avons 4 petits, entend à chaque visite qu'il me fait prendre quelques satisfactions dans l'ordre intime. Ma conduite est une conduite passive, comme vous-même me l'avez conseillé. Cependant, et là est le point noir, je ne puis m'empêcher, au cours de certaines caresses, d'éprouver moi aussi une satisfaction. En un mot, je reste humaine, n'étant pas maîtresse de ma sensibilité. Et ce qui est ma croix devient quand même une faute contre nature. Que faire? Donc là, c'est un couple où ils ont trouvé les caresses, je vais dire à tâtons, ils ont trouvé les caresses qui permettent de donner à la femme du plaisir. Et elle se pose la question, elle doit rester passive. Dans le mariage chrétien aussi, il y avait cette notion qu'elle devait rester passive. Et là, elle éprouve du plaisir et elle ne sait plus quoi en penser. Ce livre a été pour moi un calvaire à lire. C'est toute la misère humaine liée à cette obligation d'avoir une sexualité uniquement tournée vers la procréation. C'est important d'en parler parce que ça continue aujourd'hui. Cette idée, si vous voulez, bien sûr la contraception est là, elle est libre et gratuite, pour l'instant pour l'excédent. Mais vous voyez que ça continue. Et vous voyez que Civitas c'est un groupe catholique extrêmement intégriste, d'extrême droite, enfin ils sont extrêmement sévères. Et vous voyez que sur ces banderoles, on voit bien que le moteur de l'homophobie, c'est parce que c'est une sexualité non reproductive. C'est intéressant de le comprendre, parce que si on veut lutter contre l'homophobie, qu'on n'en connaît pas bien les raisons, on sera moins efficace. Sur les mouvements français qui s'appellent pro-vie, qui sont contre l'avortement, dans leur texte interne, ils disent bien que s'ils gagnent pour l'avortement, ils s'attaqueront à la contraception. Donc vous voyez bien que c'est la même chose. Hein. On est contre l'avortement pour des pensées, parce qu'on est dans une logique nataliste. Vous voyez ce que je veux dire? Et aux États-Unis, il y a des mouvements évangélistes très puissants contre l'avortement. Ils s'enchaînent aux grilles des cliniques, de pratiques, tout ça. Et quand on regarde ces gens, ce sont des gens qui sont plutôt de droite et qui ne sont pas contre le port des armes à feu, qui sont plutôt pour la peine de mort. Donc vous voyez que quand ils disent qu'ils sont pro-vie, c'est un mensonge quelque part. Ils veulent des naissances. Hein. Et après la vie, ils s'en foutent, si on la prend, si elle fait la chair à canon, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est des naissances. Quoi. Voilà. Et au XIXe siècle, dans tout le XIXe siècle, une femme qui n'allait pas bien, elle était hystérique. C'était une sorte de continent très large. Et si elle était hystérique, ça vient de utérus, c'est que son utérus se déplaçait.
Donc c'était que ces humeurs étaient bloquées. Ces humeurs étaient. Alors c'était le vieux mythe d'Hippocrate et de Galien, c'est la circulation des humeurs. Galien avait décrit la bile, la flegme, mais il n'y avait pas les humeurs sexuelles. Donc là, c'est une extrapolation sur les humeurs sexuelles. Donc si une femme n'était pas bien, c'est que ses humeurs sexuelles étaient bloquées. Et il fallait les débloquer. Pour les débloquer, il fallait qu'elle ait un orgasme. Qui c'est qui s'en occupait? C'est le médecin qui s'y connaît. Donc il les recevait en consultation et il les masturbait. Alors ils n'employaient pas le terme, c'était un traitement médical, et il les masturbait et après elles allaient mieux. Et ça représentait, alors d'après la chercheuse qui a travaillé là-dessus, ça représentait 30% du chiffre d'affaires de la médecine de ville pendant tout le 19e siècle. Et pour les médecins, c'était une patientèle stable, parce qu'elles ne pouvaient pas mourir de leur maladie, et elles ne pouvaient pas en guérir non plus. Donc ça marchait bien. Rachel Maine. Et Rachel Maine, c'est une universitaire américaine. Et elle faisait une recherche sur autre chose, sur le tricot, puis en consultant des catalogues de vente par correspondance, elle a vu, dans les années 1900 jusqu'à 1905, 1910, des vibromasseurs. Parce que c'est les médecins qui ont inventé les vibromasseurs. Parce que c'était chronophage des fois, donc il fallait aller plus vite. Ils avaient mal au bras, à force. Donc ils cherchaient des machines, ils ont essayé toutes sortes de machines jusqu'à arriver au vibromasseur électrique, qui était le quatrième objet électrique inventé à l'époque. Avant l'aspirateur, chacun ses priorités. Mais c'est les médecins qui l'ont fait. Bon, alors elle était intriguée et en tant qu'universitaire scientifique, elle a vu un phénomène, elle a enquêté. Alors tu as parlé de Malthus. Malthus, c'est fin 18e, de mémoire. Alors lui, il a dit au rythme où on va être trop nombreux, quoi. Ça va être la catastrophe. Quoi. Il n'a pas parlé encore de la couche d'ozone, c'était pas son truc, il ne pouvait pas savoir à l'époque. Mais il a eu cette idée assez géniale de dire si on est trop nombreux, la vie va devenir difficile. Il n'a pas été cru. Qui connaît Malthus aujourd'hui? Pas grand monde. Et aujourd'hui, si vous voulez, moi, je m'amuse des fois dans des réunions de famille ou entre amis, des trucs comme ça, de dire quel est le plus grand danger qui guette la planète. Et on va poser, alors les gens me répondent, c'est le sida, c'est le chômage, c'est les arabes, je ne sais pas quoi, l'islam. Et moi je leur dis non, pour moi c'est la surpopulation. On est trop nombreux, ça va mal finir. Mais les gens n'entendent pas. Et ils sont dans une pensée qui est véhiculée par les infos, qui reprend la pensée capitaliste de la progression. Il faut progresser. Et si la population diminuait, la progression économique diminuerait aussi, ce serait une catastrophe. La croissance s'arrêterait. Et si la croissance s'arrêterait, la machine capitaliste va s'enrayer. Ça explique aussi pourquoi le négationnisme clitoridien et sexuel, d'une manière plus large, pour lutter contre la contraception, d'abord c'est attaquer la médecine qui a beaucoup participé à ça. La médecine se défend, elle trouve des parades pour essayer de faire oublier cet épisode, mais c'est aussi que le capitalisme a besoin de cette croissance démographique. Vous savez, moi je suis né, je suis un enfant des baby-boom. J'ai vécu mon adolescence dans les années 60, dans la période où l'obscurantisme sexuel était le plus fort. Et moi, d'avoir écrit ce livre, ça finit de me nettoyer sur les tabous sexuels. Je crois que je peux enfin parler de la sexualité en étant complètement libéré, parce que pour être complètement libéré, il faut connaître les causes. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur les causes de la répression sexuelle. En ce moment, je travaille sur un autre livre où je vais parler enfin de sexualité vraiment, de pratiques sexuelles, comment on fait l'amour, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Et j'aborde plein de sujets. Et j'ai une liberté d'écriture qui me surprend moi-même. Et je pense que cette liberté d'écriture, je la dois à ce livre aussi. J'écris tout ce qu'on sait sur la sexualité, mais surtout, tout ce qu'on ne sait pas. Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas sur la sexualité. Parce que la science ne s'y intéresse pas. Le Viagra a 20 ans. Mais c'est une découverte, il est sorti en 1998, et c'est une découverte fortuite. Ils avaient fait un médicament qui était basé d'abord pour lutter contre l'angine de poitrine. Et quand ils l'ont donné à des gens, les résultats ont été médiocres. Par contre, les gens signalaient que
Il y avait des améliorations de l'érection. Et ils ne voulaient pas prendre les derniers cachets d'ailleurs. Bon. Donc après, ils ont mis des formules qui marchent dans le diagramme maintenant. L'avantage aussi, c'est que maintenant, il y a des génériques qui sont sortis qui sont beaucoup moins chers. Mais dans nos cours, pour avoir mon diplôme de sexologue clinicien, donc je ne suis pas médecin, hein, mais les cours faire avoir ce diplôme de sexologue clinicien, c'est passé à la fac de médecine. À la fac de médecine, on n'a jamais parlé du plaisir masculin non plus. Hein. Par contre, il fallait que l'homme bande. Ça, c'était important. On a eu des cours et des cours et des cours sur la bandaison. Des fois, moi, je ne comprenais pas tout, parce que je ne suis pas médecin d'ailleurs, mais il n'y avait que ça qui comptait. Les nerfs les organes sensibles de l'homme, ils n'en ont pas parlé, par exemple. Et pour la femme, alors c'est la suite de ça que j'ai écrit ma fabuleuse histoire du clitoris. Pendant cette formation, au début des années 2000, hein, à la fac, point de clitoris. Donc on avait beau poser des... Alors on était 40 élèves, il y en avait 36 qui trouvaient ça normal. Hein. Il y avait la formation de sexologue, médecin ou clinicien. Au début, pour les 2 premières années, on était mélangés, ils trouvaient normal qu'il n'y ait pas de clitoris, ça ne les dérangeait pas. D'ailleurs, sur mon site internet, à la page de la fabuleuse histoire du clitoris, vous avez une bibliographie interactive. Hein, c'est par exemple Cobalt que j'ai cité. Vous recherchez Cobalt dans la bibliographie interactive, vous cliquez sur le lien et vous avez directement le livre qui s'ouvre sur votre ordinateur. Alors ça fait partie des choses qu'on ne sait pas vraiment. Il y a plusieurs théories qui circulent. La théorie qui me paraît la plus... en France, tous ceux qui ont voulu faire... Il y a plusieurs témoignages des médecins qui ont voulu faire de la recherche sur la sexualité humaine, sont vu les portes se fermer. Les portes de la peau se fermer, il ne peut plus accéder, il ne peut plus y aller. Cohérente, alors c'est un médecin de l'Europe centrale, le docteur Zaziavitch. Il a pu démontrer qu'il y avait une prostate féminine, au point qu'il a pu faire inscrire la prostate féminine dans la FICAD, qui est la Fédération internationale d'anatomie. Et son argument, c'est que chez les femmes, on retrouvait du PSA, qui est l'hormone produite par la prostate. Et quand il a étudié les prostates féminines, alors je vais vous faire un raccourci, hein, pour pas... il y a à peu près deux grandes familles. Il y a des femmes qui ont une prostate en partie basse, hein, donc assez près du méa urinaire, hein, et suffisamment développée. Et quand le point G, c'est à l'entrée du vagin, à peu près à 2 phalanges, une ou 2 phalanges. Hein, et quand on stimule ce point G, on stimule la prostate féminine, et la stimulation de la prostate de l'homme peut mener à l'orgasme, et la stimulation de la prostate féminine peut mener à un grand plaisir ou l'orgasme. Pour l'autre moitié des femmes, soit la prostate est trop petite pour être fonctionnelle, soit elle est située en partie haute, comme pour l'homme, c'est-à-dire collée à la vessie. Donc beaucoup plus difficile à accéder. La prostate, le point G, une prostate stimulable par le point G, oui pour la moitié des femmes et non pour l'autre moitié. Ce qui expliquerait d'ailleurs ces interrogations qui perdurent, parce que toutes les femmes n'y ont pas accès effectivement. Et là, il y aurait une variante anatomique. On stimule le point G, on stimule l'arrière du clitoris. Et comme le clitoris est très sensible, ça fait du plaisir. Sauf que le clitoris, comme je vous l'ai dit, il est sensible qu'au gland. Et quand on stimule par le vagin l'arrière du clitoris, c'est impossible. Dans l'état actuel des connaissances, c'est impossible que le clitoris réponde. L'anatomie du clitoris, on est un peu plus à l'aise pour en parler, parce que d'abord les travaux de Cobalt de 1850 que je vous ai montrés étaient déjà assez avancés. Hein, ils ont été complètement déniés par la suite. Mais il se trouve que l'anatomie du clitoris a été refaite récemment. Des travaux publiés par un professeur d'anatomie de Marseille, le professeur Di Marino, publiés en 2014. Et comme Marseille, c'est pas loin, j'ai pu le rencontrer avant qu'il parte à la retraite. C'est un prof d'anatomie adorable. Alors je lui ai demandé pourquoi il avait fait l'anatomie du clitoris. Parce qu'il n'avait pas l'air très branché sexualité, il m'a posé beaucoup de questions sur la sexualité. Alors je lui ai posé la question et il m'a répondu, ben, c'est très simple. Notre prof d'anatomie, il nous a dit à chacun, toi tu étudieras ça, toi tu étudieras ça, toi tu étudieras ça. Et il dit, à moi, il m'a dit, il leur restait beaucoup de clitoris, donc de beaucoup. Alors il dit, bah, écoute, il y en a beaucoup, tu n'as qu'à l'étudier. Voilà. Et
quelque part, il avait le devoir, pour obéir à son prof qui était décédé, hein, mais il avait le devoir de le faire et il l'a fait. Alors maintenant, avec les coupes histologiques, ils font des colorations avant de faire les coupes, c'est-à-dire qu'ils mettent des produits qui vont se mettre sur tel type de récepteur et pas sur les autres. Ils peuvent les quantifier avec beaucoup plus de précision. Donc il est retombé, grosso modo, il est retombé sur les données de Cobelt, 150 ans auparavant, en les affinant. Le gland du clitoris est vraiment très irrigué. Et là, il montre que les terminaisons nerveuses sont essentiellement à la périphérie du gland. Il y en a quelques-unes à l'intérieur. Mais il montre que cette terminaison nerveuse extrêmement sensible, il y en a quelques-unes qui ont migré à l'extérieur du gland et qui sont sur le capuchon du clitoris et dans le sillon de chaque côté du clitoris. Donc, ce qui explique que le capuchon du clitoris soit aussi si réactif. Il y a des terminaisons nerveuses qui captent directement sur le capuchon les vibrations. Mais il y en a aussi de chaque côté, ce qui explique aussi que des femmes aiment beaucoup qu'on caresse de chaque côté, dans le sillon de chaque côté du clitoris. Et il m'a confirmé que les bulbes vestibulaires et les piliers du clitoris, il y avait des terminaisons nerveuses qui sont indispensables pour le maintien en vie de tout organe vivant, hein, mais qui n'avaient pas de terminaisons nerveuses capables de remonter des sensations érogènes. Ces affirmations comme quoi, lorsqu'il y a pénétration, ça stimule les bulbes vestibulaires, ça ne tient pas debout. Quand ça vient stimuler l'arrière du clitoris, ça tient, a priori, ça ne tient pas debout. Et alors, l'autre grand paradoxe, c'est que ce clitoris qui a été une négation du clitoris, et bon, on le connaît très bien. Et le vagin qui a été sanctifié, on ne sait rien dessus. On ne sait pas où sont les nerfs, rien. On ne sait pas d'où vient le plaisir, rien. Et là, si vous voulez, on est aussi victime de la psychanalyse. Au XIXe siècle, hein, Cobelt, il croyait aux nerfs. Les sensations passent par les nerfs. Mais pour la psychanalyse, les nerfs, c'est douteux. Quoi. Pour la psychanalyse, tout se passe dans la tête. Hein, nous sommes des êtres de parole, donc tout se passe dans la tête. Donc étudier les nerfs, c'est un peu nous prendre pour des bestiaux. Et ce mouvement a contaminé la médecine, puisque personne n'a cherché à comprendre l'innervation du vagin. Donc on ne sait pas par où passent les sensations du vagin. Et même dans un livre d'anatomie du XIXe siècle, j'ai vu que le nerf vague, alors le nerf vague c'est un nerf important, dont on parle un peu plus en ce moment, qui n'est pas un nerf qui passe dans la moelle épinière, hein, qui passe en dehors, c'est un nerf qui descend du cerveau, qui gère d'abord le cœur et la respiration, qui va gérer la digestion intégralement. Ce nerf vague, on ne peut plus digérer. Et sur un traité d'anatomie du XIXe siècle, ce nerf vague descendait jusqu'au col de l'utérus. Et sur les planches anatomiques actuelles, il n'y va pas. Donc, où est la réalité? Je n'en sais rien. Sauf qu'il y a une chercheuse américaine qui a pu montrer que des femmes qui avaient une lésion médulaire complète, donc la moelle épinière était sectionnée, donc elle n'avait aucune sensation au niveau du sexe, hein, au niveau des cuisses, tout ça, toute sensation était perdue, mais que ces femmes, si elles se auto-stimulaient le col de l'utérus, elles avaient des sensations agréables. Donc l'hypothèse, c'est que les sensations remontent par ce nerf vague. Le négationnisme, enfin, l'omerta, elle n'est pas finie. Quoi. À mon avis, elle est loin d'être finie. Et dans ces cas-là, c'est très difficile de s'y retrouver, parce que est-ce que c'est une réalité que ce nerf vague arrive là ou pas? On a des pistes de travail, mais pour l'instant, on n'a pas d'éléments définitifs.